Bonjour à tous, donc je m'appelle Pauline Balany, je travaille conjointement au sein du laboratoire Constance avec Emmanuel et je travaille aussi à Bichat dans le service des physiologies et exploration fonctionnelle. Et je vais vous présenter un travail qu'on a fait étudiant les symptômes d'apnée du sommeil, encore elle, et la survenue d'une hypertension artérielle. Donc un peu à la frontière entre entre nos deux sessions. Hop. Donc juste une petite diapo de définition. Donc le syndrome d'apnée du sommeil, il est défini par un index qui s'appelle l'index d'apnée-hypopnée et qui va être mesuré au cours de cet examen très complexe qui est la polysomnographie. Et cet index d'apnée-hypopnée est associé à des symptômes que sont la somnolence excessive, le fait d'avoir un sommeil non réparateur, un ronflement sévère, des pauses respiratoires, va définir le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, compte tenu de la complexité de l'appareillage, effectivement, ce diagnostic n'est pas réalisable sur de grands effectifs. Donc, c'est pour ça qu'on va s'appuyer sur des questionnaires et que l'étude des symptômes paraît particulièrement intéressant. On sait que l'hypertension artérielle et le syndrome d'apnée du sommeil sont vraiment des maladies qui sont intriquées, mais on a peu de données sur les effets des symptômes du SAS et sur le risque d'une survenue d'une HTA, avec notamment des données qui diffèrent selon les différents ajustements et facteurs de confusion qui ont été analysés. Donc l'objectif de notre étude, ça a été d'évaluer l'association entre les symptômes du SAS, que sont le ronflement et la somnolence, avec le risque de développer une hypertension artérielle, donc dans la large population qui est Constance. Donc on a sélectionné, un peu comme l'étude précédente présentée par Sofiane, on a encore plus sélectionné les participants, puisqu'on a donc sélectionné des participants normotendus, donc sans antécédents d'hypertension artérielle, que ce soit traités dans le SNDS ou à l'inclusion, et avec une tension artérielle. Donc on a exclu les patients avec une tension artérielle supérieure à 14,9 à la visite d'inclusion. On a aussi exclu les patients qui avaient un antécédent de SAS traité dans le SNDS, parce que ça pouvait modifier l'analyse des symptômes en 2017. Donc tous ces participants qui étaient traités pour un SAS avant 2017 ont été exclus. Et on a aussi sélectionné plutôt des participants en prévention primaire. Donc on a exclu les participants qui avaient des antécédents d'AVC, d'infarctus du myocarde et d'insuffisance cardiaque dans le SNDS. La survenue d'une hypertension artérielle, elle a été définie donc à partir de 2017 où le questionnaire de sommeil a été posé et a été défini par la délivrance d'un médicament antihypertenseur, donc dans le SNDS. Uniquement la délivrance, on n'a pas utilisé les mesures cliniques. Donc, le questionnaire de sommeil qui a été posé en 2017, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, sur la base du questionnaire de Berlin, et on a utilisé plus particulièrement les deux premières catégories, que sont la catégorie ronflement et somnolence. Donc, ce sont les trois questions qu'on a utilisées, à savoir la fréquence du ronflement, la fréquence de la fatigue au réveil. Donc, c'est se réveiller après une bonne nuit de sommeil, mais se réveiller épuisé après une bonne nuit de sommeil. Et la somnolence diurne excessive, qui est le fait d'être fatigué tout au long de la journée. Si ces symptômes avaient une fréquence supérieure à 3 fois par semaine, donc qui sont les critères du Berlin en fait, donc simulés là sur le questionnaire par l'encadré noir, on définissait ce symptôme comme significatif. Donc, sur environ 63 000 participants qui avaient des données disponibles, on en a exclu presque la moitié qui présentaient une hypertension ou une apnée du sommeil ou un antécédent d'infarctus ou d'insuffisance cardiaque ou d'AVC. Donc, notre population d'études, elle a porté sur 34 727 participants. Et dans notre population, on a un taux d'incidence de l'hypertension artérielle à 3,8%. Alors, le taux, il est beaucoup plus bas que dans l'étude précédente parce que, justement, on a pris en compte uniquement les hypertensions artérielles qui étaient traitées. Et on sait que, comme on l'a expliqué, la plupart des hypertensions sont traitées aussi initialement par des mesures hygiéno-diététiques. Les prévalences dans notre population du ronflement étaient de 23,6%, 16,6% pour la fatigue matinale et 19,1% pour la somnolence diurne excessive. Et nous, on avait une médiane de suivi de 3,1 ans. Donc, on a fait des modèles consécutifs ajustés sur différents facteurs de confusion, ce qui nous a
permis d'identifier quels étaient les facteurs qui modifiaient le plus les associations. Je sais pas si on voit, on arrive à bien voir. Donc le premier modèle était ajusté sur l'âge et le sexe. Sur le deuxième modèle, on a inclus l'indice de masse corporelle. Sur le troisième modèle, on a inclus des facteurs socio-économiques et comportementaux comme le niveau d'éducation, la consommation d'alcool, le tabagisme et l'activité physique. Dans le quatrième modèle, on a inclus la pression artérielle à l'inclusion. Dans le cinquième modèle, la durée de sommeil. Et dans le sixième modèle, les symptômes dépressifs. On remarque que quel que soit le modèle utilisé, les symptômes ronflement et somnolence diurne excessive restent significatifs. Et on voit que l'index de masse corporelle paraît être le facteur confondant qui est le plus modificateur, on va dire. Et donc, c'est le modèle 2, notamment pour le ronflement. Pour la somnolence, la dépression a quand même un fort effet modificateur et rend d'ailleurs le symptôme fatigue au réveil non significatif. Ensuite, on s'est intéressé au risque donc, de survenue d'une hypertension artérielle en fonction de la fréquence de chacun de ces symptômes. Et on voit qu'il y a une dose réponse avec des petits P de tendance qui sont significatifs pour les 3 symptômes, et toujours le symptôme somnolence diurne qui paraît être le symptôme vraiment le plus robuste, avec des très très jolies courbes, et on voit vraiment une augmentation de la survenue d'une hypertension artérielle en fonction de la fréquence du symptôme. Ensuite, on s'est intéressé aux symptômes combinés, parce que certaines études montraient que si on combinait le ronflement avec la somnolence, l'association n'était que plus importante. On n'a pas retrouvé ce résultat-là, et on voit que, en fait, le fait que les symptômes soient combinés n'augmente pas la force de l'association. Donc au total, les forces de cette étude, c'est quand même la large population et les données du SNDS que offrent les données de la cohorte Constance. Il se trouve qu'on étudie uniquement l'HTA à traiter, donc on n'a pas une incidence exhaustive de tous les cas d'hypertension artérielle, et on est toujours sur une analyse de questionnaire et pas un diagnostic d'apnée du sommeil à proprement parler, mais l'étude des symptômes est aussi intéressante. Donc en conclusion, on peut dire que notre étude montre que le ronflement et la somnolence diurne excessive sont associés à une augmentation de la survenue d'une hypertension artérielle, que l'identification de profils de patients à risque pourrait permettre l'optimisation de la prise en charge du risque cardiovasculaire et notamment pourrait être un outil relativement facile en consultation, c'est-à-dire est-ce que vous ronflez, est-ce que vous êtes fatigué dans la journée? Ah bah oui, donc vous avez peut-être plus de risques que quelqu'un qui n'a pas ces symptômes-là de faire de l'hypertension dans la suite de votre vie. Et donc, ces patients-là, ils pourraient bénéficier plus de règles hygiéno-diététiques, éventuellement d'un dépistage de l'apnée du sommeil. Et l'utilisation d'un questionnaire, c'est vraiment une alternative qui est facilement utilisable en pratique clinique. Donc les perspectives, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est que plus ça va aller, plus on va avoir un suivi disponible par rapport à 2017. Et là, on va commencer à étudier les événements cardiovasculaires incidents en fonction de ces mêmes symptômes d'apnée du sommeil. Voilà, merci pour votre attention. Oui. Allez-y. Donc on a fait un modèle de Cox en fait, et on a censuré entre guillemets les gens qui avaient un infarctus, un AVC et une insuffisance cardiaque en cas incident. Donc ça nous a permis de limiter l'utilisation notamment des bêta-bloquants dans le cadre d'un autre traitement que l'hypertension artérielle. Par ailleurs, on a fait aussi une analyse de sensibilité excluant tous les participants qui avaient été traités par bêta-bloquants seuls. Et
Et cette analyse, parce que c'est quand même très très fréquent, mais contrairement aux recommandations, on voit que quasiment 45% des patients sont traités par bêta-bloquant seul en première intention. Et cette analyse de sensibilité montre exactement les mêmes résultats. Oui, bonjour, Nicole Lemoy à l'INSERM. J'avais juste une question. Je voulais savoir, merci pour cette belle présentation. Je voulais savoir, est-ce que vous avez testé l'interaction pour les symptômes dépressifs? Oui, on a testé, il n'y avait pas d'interaction. Et on a aussi testé pour l'âge et pour le sexe. Et pas d'interaction non plus, parce qu'il y avait certaines études qui montraient une interaction. Symptômes dépressifs, ça n'avait jamais été étudié, mais surtout âge et sexe. Et il n'y a pas d'interaction. Je pense qu'on va demander à Jean-Philippe Campana de présenter la suite. Donc là, c'est une étude sur gazelle.